Y a-t-il 7 bonnes raisons d'investir au Sénégal? Si oui, quelles sont ces bonnes raisons? Et sinon, eh bien, Madame Khoudia Mbaye, ministre chargée de la promotion des investissements, des partenariats et des téléservices de l'État, Madame Mbaye, évidemment, docteur en géographie et en aménagement, va répondre à ces questions. Et pour y répondre, pour lui poser ces questions, nous avons Madame Safili et Moudignan, que vous connaissez très bien, qu'on ne vous présente plus. Madame Mbaye, une caution. La première question sans détour. Monsieur Mamadou Ndoye a déclaré récemment dans un quotidien de la place, que la LD n'était pas suffisamment consultée et qu'elle était probablement le dernier parti à être consulté après le PS, le PIT. Est-ce que vous vous sentez bien dans la majorité gouvernementale? Moi, oui, tout à fait, pour ce qui me concerne. Et je pense d'ailleurs que la LD aussi, parce que ce sont ces instances qui doivent le dire. Mamadou Ndoye est le secrétaire général du parti. Nous pensons que probablement il y a effectivement déficit de concertation. Je rappelle que c'est une question récurrente, on l'a souvent reproché à d'autres personnes, mais vous avez observé que ça faisait l'objet de débats. Est-ce que, évidemment, il y a déficit de concertation ou est-ce qu'il y a une perception, une appréciation différente? C'est la question. Je pense que nous pouvons demander plus de concertation. Le Benno Bokk Yakaar est une structure dédiée à cela. Ces mécanismes ne fonctionnent pas toujours comme il faut à tous les niveaux. Mais comme je le disais il y a quelques jours à quelqu'un, je pense que Mamadou Ndoye et le président de la coalition ont des occasions de se rencontrer, d'échanger. Il nous rend souvent compte en instance d'échange qu'il aurait eu avec le président. Et je pense qu'on peut effectivement considérer qu'on en veut toujours plus. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Je rappelle que tout à l'heure, M. Mokhtar Ba, président de la Perle, vous prendra en aparté pour 2 questions essentielles sur la gestion du littoral. M. Mokhtar Ba qui a invité à l'occasion le président Atepa, Pierre Goudiaby Atepa, qui est un peu de l'autre côté de la caméra. La gestion du littoral, j'aurais bien aimé qu'on en parlât quand j'étais ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Eh bien, vous en aurez l'occasion. Oui. Moi, je voudrais insister quand même sur la question concernant la déclaration de Mamadou Ndoye. Apparemment, il n'est pas satisfait du compagnonnage. Quand il affirme que le président de la République, président de la coalition Benno Bokk Yakaar, consulte davantage le PIT, le PS, l'APR que la Ligue démocratique, quand même, il n'est pas satisfait. Mais vous savez, moi je ne sais pas si c'est ça qu'il dit, parce que ça n'a pas été dit dans une instance de la LD, ça a été dit dans la presse. Ce qu'il disait dans la presse, à mon avis, sa première sortie à enquête, c'était pas dire on est consulté les derniers. Je note qu'il en parle dans sa sortie réponse au porte-parole qu'il aurait dit si nous sommes consultés. Et il dit si c'est ça, c'est que nous, LD, nous ne sommes pas là quand les autres sont consultés. Mais c'est sa responsabilité de secrétaire général, de personne morale du parti. Mais ça ne vous engage pas, moi, vous, en tant que ministre de la République? Cela ne m'engage pas parce que ce qui m'engage, moi, ce sont les positions qui sont discutées et arrêtées en structure de la Ligue démocratique. Donc, il y a une frontière entre le parti et le gouvernement. Oui, et ça, c'est aussi ce que Mamadou Ndoye a essayé de dire quand dans l'une des réponses, on lui disait « Vous avez un ministre au gouvernement ». Évidemment, le ministre au gouvernement est dans une position au Conseil des ministres qui n'est pas une position, qui ne porte pas une position de parti. Je ne suis pas représentante de la LD quand il y a des mesures qui se font. Parce que la LD a un programme de société, a une ligne politique qui n'est pas identique et conforme à ce qu'est la ligne de l'APR. Et encore que, même la ligne de l'APR n'est pas celle qui, de mon point de vue, est défendue au niveau du gouvernement.
ce que j'assume au niveau du gouvernement, c'est que le président Macky Sall était candidat à une présidentielle en 2012. Il n'était pas mon candidat. Je ne sais pas si vous, membre du comité de pilotage des assises, vous étiez présent le jour entre les deux tours où Macky Sall est venu aux assises. J'étais là. Si vous étiez là, vous avez dû m'entendre dire que moi, j'étais partie en campagne pendant que la tendance ce jour-là était à accompagner, appuyer la candidature de Macky Sall qui avait pu amener Abdoulaye Wade au deuxième tour. Ce jour-là, j'ai dit, moi, j'étais partie en campagne contre Abdoulaye Wade et ses fils, et parmi ses fils, j'ai classé Macky Sall. Et donc, si je dois aller battre campagne encore, il me faut plus d'engagement. À l'époque, c'était sur les audits fonciers, sur la réforme du système judiciaire et c'était sur l'équilibre des pouvoirs. Moi, madame, je comprends très bien. Donc, mais je ne suis pas moi. Quand vous dites que vous avez votre programme, Oui. Ce n'est pas le programme qui est appliqué. L'APR a son programme, ce n'est pas le programme qui est appliqué. Ça m'étonne quand même. C'est le PSE, c'est quel programme? Mais justement, je vais vous le dire. Ce que le PSE... Et si vous en êtes là, moi, je suis en train de me poser la question de savoir ce que vous faites dedans. Vous n'appliquez pas votre programme. Bon. Ce que je fais dedans, je vais vous le dire. Aujourd'hui, nous avons un plan Sénégal émergent qui comprend du Yoonu Yokkute, c'était le programme du candidat Macky Sall, qui comprend le programme de développement économique du Sénégal, économique et social tel que c'était quand Macky Sall a pris le pouvoir. C'était un condensé qui a repris tous les plans de développement du Sénégal ou tous les programmes de réduction de la pauvreté, toutes les stratégies de réduction de la pauvreté qui étaient là. C'est tout ce condensé-là qui se retrouve dans le PSE aujourd'hui. Le PSE, je ne vais pas revenir sur ce que c'est, avec ses axes stratégiques, ses 27 projets phares, ses 17 réformes phares et tout le reste, avec ses 6 moteurs de croissance. Je ne reviens pas là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde à peu près sait ce que c'est. Et dans ce PSE-là, je me retrouve, qui est un condensé des valeurs que nous avons, nous, en termes de progrès, de développement économique, si vous voulez, de croissance, et de redistribution inclusive des fruits de la croissance et de gouvernance. Il y a, de mon point de vue, des valeurs fédératrices qui peuvent emporter ce que moi je fais de la LD et ce que j'ai cru, ce qui est l'histoire de ma vie. D'accord. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, je n'insiste pas. Peut-être que je peux passer à une autre question d'actualité. Vous êtes dans le gouvernement. Oui. Vous êtes par conséquent dans l'application de la politique définie par M. le Président de la République. Absolument. Et parmi les promesses qui nous avaient été faites par le candidat Macky Sall, il y avait en particulier le fait qu'il disait que les anciens gouvernants allaient rendre compte. C'est pourquoi il a réactivé la CREI. Tout à fait. Et c'est dans ce cadre que Karim Wade a été jugé et condamné à 6 ans d'emprisonnement. Il est actuellement en prison. Mais au départ, ils étaient 25. Oui. 4 ans après, il est le seul, plus peut-être un Taïbou Ndiaye. Et les autres. Mais Taïbou n'est pas en prison, en tout cas. Et Taïbou n'est pas en prison. Il a été condamné, il est encore dehors. Il est encore dehors. Et parmi les 25 qui nous avaient été annoncés, bon, on n'en parle plus. Et je suppose que les 25 vont arriver. Il y a 4 ans déjà. Je suppose. On n'est pas dans le domaine des suppositions, on est dans le domaine du droit, madame. Oui, dans le domaine du droit, je ne suis ni ministre de la Justice, ni membre de la CREI, ni membre d'une quelconque juridiction. Sous ce rapport-là, il y a une politique gouvernementale où j'assume la politique dans un secteur déterminé aujourd'hui, qui est la promotion des investissements. Et dans la promotion des investissements, ce qui ressort de la justice commerciale et de tout le reste, je peux parler. Là, si vous voulez, le point de vue de mon parti qui a été exprimé plusieurs fois, c'est qu'il faut que justice se fasse, il faut que cela continue, il faut que ce qu'on a appelé traque des biens mal acquis continue de se faire parce que justement... Est-ce que vous êtes satisfait de la mise en œuvre de cet engagement du président? À ce stade, c'est une cour qui est en train de s'occuper de cela.
il faut probablement accélérer la cadence en la matière et évidemment, Karim Wade en prison, c'est très bien. Je pense que les derniers développements liés aux Panama Papers montrent que le gouvernement n'était pas dans l'affabulation ni dans la traque sélective et je pense que ce qui doit être fait en la matière le sera. Safi. En fait, Madame le ministre, ça pose une question plus large de l'éthique dans la gouvernance. Bon, le Sénégal se targue d'être un modèle, ou en tout cas se positionne en modèle de gouvernance éthique. Cette traque des biens mal acquis, aujourd'hui, effectivement, de dire qu'il faudrait que la cadence accélère, c'est un euphémisme, un doux euphémisme. Vous parlez des Panama Papers, l'affaire Panama Papers. On dit qu'éventuellement, voilà, ça viendrait enfoncer le clou. Aujourd'hui, il y a la question de la responsabilité de l'ancien ministre du Transport dans toute l'affaire de la création de la nouvelle compagnie aérienne. Quid de, est-ce qu'on passe par perte et profit, tout ce qui a été fait dans la précédente compagnie, Sénégal Airlines, Air Sénégal, je me trompe un petit peu dans les noms. Aujourd'hui, il y a le cas de Mme Aïda Mbodj avec la question du cumul des mandats. On a l'impression que les choses sont faites, que l'éthique est sélective. Alors aujourd'hui, quelle est la ligne du gouvernement pour se positionner en modèle de gouvernance éthique? Mais un modèle de gouvernance éthique sur l'affaire des tracts des biens mal acquis, je pense que c'est une question qui est posée au Sénégal, qui est posée à plein d'autres pays. Et si l'on se réfère à comment il est difficile justement d'accéder à l'information pour ce qui concerne, disons, les paradis fiscaux, l'on comprend les problèmes. Et évidemment, tout ce qui doit être fait, je pense, en tout cas j'assiste moi en réunion de Conseil des ministres, sans dévoiler quelque secret que ce soit, aux instructions qui sont faites pour que fermement la barre soit tenue sur les exigences de vérité et les exigences de réduction des comptes en la matière, pas seulement pour Karim Wade, pour tous ceux qui ont été visés. Ça, c'est un. Deux, pour ce qui concerne Mme Aïda Mbodj, moi, je suis contre l'éthique sélective. Et je pense, c'est pas que je pense, mais j'assiste à des réunions, pas plus tard qu'au Conseil des ministres d'hier, où, évidemment, il faut que la loi s'applique. Maintenant, mon point de vue personnel est qu'en la matière, on n'aurait pas dû attendre 1 an et demi après les élections pour faire appliquer la loi. Elle ne va pas s'appliquer qu'à Aïda Mbodj, elle ne devra pas s'appliquer qu'à Mme Aïda Mbodj. Et l'avenir nous dira. Si les autres personnes visées, je pense que le ministre de la Gouvernance locale est assez clair là-dessus, les autres personnes visées, fussent-elles de la majorité ou précisément de l'APR, devront subir la rigueur de la loi. Ça va se faire. Oui, mais c'est un effet avec beaucoup de retardement quand même. Ouais, on dit quand même, avant, essayer de prendre toutes les précautions pour que tout le monde, tous les concernés soient sanctionnés. Vous mettez de l'eau dans mon moulin. Je dis qu'on n'aurait pas dû attendre maintenant pour le faire. Aujourd'hui, je pense que ceux qui devaient démissionner, Mme Aïda Mbodj et consorts, n'auraient pas dû attendre d'avoir dépassé le délai pour le faire. Et le gouvernement n'aurait pas dû attendre, le ministère de la Gouvernance locale n'aurait pas dû attendre tout ce délai-là pour faire appliquer la loi. Peut-être même qu'avant, disons, le ministère de la Gouvernance locale, les autorités administratives locales qui siègent dans ces collèges-là. Et pour le cas de la compagnie aérienne, vous, Madame le ministre chargé donc, de l'investissement, vous pensez que c'est un signal rassurant pour les investisseurs, la promotion de l'investissement, pardonnez-moi, c'est un signal un petit peu inquiétant pour les investisseurs éventuels de voir comment est-ce que la précédente compagnie est passée comme ça par perte et profit? Est-ce qu'elle est passée par perte et profit, la précédente compagnie? C'était une compagnie avec des actionnaires, l'État actionnaire et d'autres actionnaires. On constate que depuis quasiment que le gouvernement de cette seconde alternance est là, on adresse la question avec un dilemme particulièrement grave
Est-ce que véritablement, compagnie nationale, on doit la casser avec tous les emplois derrière nous avons là un passif qui nous rattrape pas seulement sur ce dossier. Il y a tout le passif, y compris sur les sociétés de handling, de trucs au sol, etc., dont les montages financiers, comme ceux de l'aéroport international Blaise Diagne, sont des montages qui cachent un certain nombre de pratiques pas très claires en termes, pas très claires, pas très transparentes. Et c'est contre tout ça qu'il faut aujourd'hui se battre. Et je pense que le gouvernement prend le temps de regarder les dossiers, de prendre des décisions. Ce sont quelquefois des décisions difficiles, mais disons, la garantie de transparence qui est derrière permet aux investisseurs de venir là-dessus. Parce que vous le savez, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place pour ériger la transparence en mode de gestion. Voilà, madame, avant de on laisser, peut en être satisfait ou pas, mais... avant de laisser Mody poser la dernière question sur la politique, moi je voulais vous demander le cas de Seydou Sy Sall. Il a disparu comme ça un peu des radars, si on peut dire ainsi, si on peut parler ainsi. Est-ce qu'il est toujours à la LDMPT ou est-ce que, parce qu'on l'a vu dans un mouvement citoyen, c'était une des figures emblématiques de la LD qui a séjourné au gouvernement, qui a occupé le poste que vous avez occupé précédemment. Qu'est-ce qui est arrivé avec Seydou Sy Sall? Ben vous savez, je pense que c'est Seydou Sy Sall qui sera la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Moi, je suis à la LD depuis bientôt 40 ans. Je crois qu'il m'a trouvé là-bas. Je ne le vois plus dans les instances de la LD. Donc, il vient plus. Je n'ai pas entendu dire qu'il a démissionné. Je n'ai jamais vu sa lettre de démission, mais je ne le vois plus dans nos instances. Je l'entends dans d'autres... Il dirige un mouvement citoyen. Je ne sais même pas. J'avoue que je ne passe pas... mais nous avons des indiscrétions qui nous disent qu'il aurait quitté la LD depuis 2007. Il était ministre quand même, et quand on a fait la campagne en 2007, il était là. En 2012 même, à la présidentielle, il était là. C'était l'un de nos plénipotentiaires quand on négociait pour Benno Siggil Sénégal. Donc il était là. Et il était même candidat en 2012 pour les législatives. C'était l'une des pères, enfin l'un des binômes à Koungheul. Et puis après, on ne l'a plus revu après les... Il a disparu, en tout cas. Oui. Enfin. Peut-être moi, je voudrais revenir rapidement. Tu sais, Khoudia, moi je suis un peu... je voudrais savoir votre appréciation, parce que je vous ai connu à travers le Sud-Est, nous avons lutté ensemble, oui, etc. Quand le président de la République, pour revenir un peu en arrière, parlant de certains dossiers, dire que j'ai mis le coude sur certains dossiers. Ça vous fait quoi? Bon, je n'aurais pas... Et c'est la vérité. On sait qu'il a mis le coude. Et il le dit. Moi, je ne sais pas sur quel dossier il a mis le coude. Je serais lui, j'aurais mis le coude sur aucun dossier, si vous voulez mon avis. Je ne mets le coude sur aucun dossier. Mais, bon, finalement, la question c'est à l'évaluation, parce que tous les compagnonnages doivent être évalués. Et à l'évaluation, je pense que les Sénégalais vont évaluer Macky Sall en 2019. C'est ça l'engagement. Maintenant, la LD doit aussi, à des étapes déterminées, évaluer le compagnonnage et en tirer les conséquences. Je pense qu'il y a des points de rupture qui peuvent intervenir. Ça n'est pas encore le cas de mon point de vue. Et si j'entends le bureau politique à l'aune de ce qui vient de se passer pour le référendum, je considère que le point de rupture n'est pas arrivé. On pensait que ce point de rupture allait intervenir quand le 16 février, le président a renié sa parole et on a senti quand même des états d'âme au niveau de la LD. Après, ils ont regagné les rangs. Apparemment, je ne sais pas ce qui a pu jouer. Hein. Est-ce que c'est les intérêts personnels des ministres ou est-ce que c'est une position politique réfléchie? En vérité, à la LD, il n'y a qu'un ministre et ça se trouve que c'est moi. Et ça se trouve que je suis une personne, je pense, pour laquelle il est reconnu qu'elle ne fonctionne pas sur des intérêts partisans. Parce que, si vous voulez, je considère que Macky Sall, pas plus que Mamadou Ndoye, n'ont fait ma carrière et ne la feront pas. Et ce que je dois être
et devenir. Je n'ai pas besoin de l'un ou de l'autre pour exister. J'existe sur les principes intrinsèques à comment je conçois la vie et à pourquoi j'ai adhéré à la LD. Et à ce niveau-là, je pense que justement, ce qui me lie à tous les autres membres de la LD, c'est ce que nous croyons ensemble. Et chaque fois, je pense que c'est également une marque de fabrique. Nous posons les problèmes, nous les discutons, et quand on les a discutés, la position majoritaire s'impose à tout le monde. Le président s'est renié. On l'a souvent dit, je constate que le peuple sénégalais ne lui en a probablement tenu rigueur. Pourquoi? En termes de, parce que le référendum qu'il a demandé a donné un oui à des proportions importantes. 62% de moyenne. Je suis moi-même maire. J'ai été dans ma commune au-delà de ces 62%. Je considère que c'est quand même une validation d'une proposition. Vous y avez mis le prix quand même pour gagner. Y mettre le prix, c'est quoi? Le prix fort. Le tarif. Le prix, c'est quoi? Le Moi, prix, en c'est... tout cas, je n'ai pas mis... Pas vous, mais de façon générale, quand même, on sait que beaucoup d'argent a été distribué. Je ne sais pas si ça a été mesuré. Hein? Je ne sais pas si c'est beaucoup plus d'argent que ce qui se passait avant. En tout cas, moi, je pense qu'il a fallu se battre pour que le référendum, le oui, l'emporte au référendum. J'aimerais bien qu'on me dise quel est le rapport entre ce qui a été mis pour faire triompher le oui et ce qui a été mis pour faire triompher le non. On va passer à la deuxième question, mais Madame le ministre, avant de passer la parole à sa fille, Macky Sall avait promis des ruptures. Quand même, on pensait qu'avec Macky, on aurait plus ce genre de comportement, ce genre d'attitude, des élections complètement tarifées. Je pense que si, quel que soit le montant, ce n'est pas une question d'échelle de valeur, c'est une question de principe. C'est une question de principe. Des élections tarifées. On a vu ce qui s'est passé aux parcelles Zassini, à Grand Yoff. En tout cas, ce qui s'est passé chez nous... Si tu permets. Oui, vas-y Sophie, vas-y. Sur ce même point. Madame le ministre, peut-être que vous n'avez pas les rapports sur combien a été investi, mais n'importe quel citoyen peut se faire une opinion et vous êtes bien placé pour avoir une idée qui tienne sur ce qui s'est passé. Vous êtes bien positionné. Et j'ai envie de poser la question à un auditeur. Vous l'avez dit et ça s'entend bien, la LD, au bout d'un moment, régulièrement doit évaluer le compagnonnage. La LD est généralement perçue comme un parti, on va dire, classé dans l'opposition, mais qui a fait le choix de devenir un parti de contre... Oui, dans l'image populaire. Mais dans les faits, ce qu'on observe dans les 40 ans de l'histoire du Sénégal, c'est que c'est un parti qui a régulièrement pris la décision d'être un parti de contribution, d'entrer dans le gouvernement, a gardé une forme quand même d'intégrité et de respectabilité. Or, si vous avez évalué ce compagnonnage au travers de tous les gouvernements et les régimes qui sont passés, on suppose, que vous avez donc une idée de comment vous appréciez votre contribution, votre implication au travers de toutes ces turpitudes politiques. Et deuxièmement, où est-ce que vous mettez la ligne jaune à ne pas franchir? Parce que moi, personnellement, j'ai de la difficulté à croire, Madame le ministre, que vous n'ayez pas votre petite opinion de combien a été mis et combien inacceptable est ce qui a été mis dans la dernière campagne. Alors, où est-ce que vous tracez la ligne? C'est la dernière question politique, parce qu'il faut qu'on consacre du temps à l'investissement. Je ne sais pas ce qui a été mis dans la campagne. D'accord? Il n'y avait pas un comité électoral national où on a géré cette campagne-là. Je sais que notre parti a mis un dispositif pour accompagner la campagne, faire des réunions, et ça ne nous a pas coûté plus que ça nous coûtait les autres fois, et qui plus est, pour un référendum qui n'était pas là pour élire une personne. Comme dit Sophie, quelle est la ligne jaune là que la LD ne peut pas dépasser? La ligne jaune, c'est la LD qui va la déterminer. Je pense que nous sommes un parti réputé intègre, avec des hommes et des femmes réputés travailleuses qui l'ont démontré suffisamment lors des différents gouvernements. Pendant que le régime précédent était là, nous avons régulièrement demandé des concertations, demandé
À l'époque, on appelait ça une direction politique unifiée pour débattre des questions. Mais on ne vous a pas suivi. On n'a pas été suivi, on en avait tiré les conséquences. Aujourd'hui encore, on est dans une dynamique engagée avec un président de la République, une majorité, avec un PSE qui est mis, des objectifs qui sont déterminés en termes de croissance économique, en termes d'inclusion sociale, en termes de gouvernance. Le jour où l'ALD considérera que finalement, on a, après toutes les démarches pour qu'on garde le cap, parce que personnellement, le cap qui est défini, il me semble qu'il peut donner des fruits pour ce pays-là. Vous ne pouvez pas dire le contraire, madame, vous êtes dans le gouvernement. Oui, Ça, le jour où j'estimerai que ce n'est plus le cas, je travaillerai au sein de mon parti, comme je l'ai toujours fait, pour faire pencher la balance dans une direction ou dans une Voilà, autre. pour la seconde partie de la 9e édition de Sans détour, nous allons passer la parole à Safi qui va introduire la question sur les investissements. Maudit pour la compléter après, entre-temps, dès qu'elle aura un trou pour cela. Madame le ministre, nous allons parler de votre action dans le gouvernement, qui relève de votre responsabilité, donc l'investissement. La promotion des investissements. La promotion de l'investissement local, étranger. Concernant le volet investissement étranger, essentiellement, le Sénégal s'apprête à accueillir la conférence sur le Doing Business. Vous le confirmez? Conférence, je ne comprends pas. Sur le Doing Business. Doing Business, il y a un événement qui se prépare. Bon, une mission de la Banque mondiale qui va venir comme chaque année à pareil moment pour la prochaine donc une notation. rencontre. D'accord. Oui, c'est ça. Et donc le Sénégal s'y prépare avec enthousiasme certainement légitime, parce que le récent classement de la Banque mondiale lui fait faire un bond spectaculaire dans le classement, qui s'accueille bien. Et ma question, Madame le ministre, est aujourd'hui, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui explique un bond aussi spectaculaire dans le classement? Quels sont les facteurs aujourd'hui qui expliquent voilà, ce classement? Alors, nous avons eu en 2014 et en 2015 des gains de place dans cette notation importants et qui nous ont classés parmi les 10 meilleurs réformateurs mondiaux. Nous avons été instruits de maintenir le rang. Évidemment, il est plus difficile d'arriver au sommet que d'y rester. Mais c'est une obligation pour nous de toujours faire mieux. Ce qui nous a propulsés à ce rang-là me semble être, disons, la réforme de l'environnement des affaires que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait fait faire à partir de 2012, donc 2012-2015, un programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité avec une cinquantaine de mesures qui concernaient différents domaines dans l'accès au crédit, dans la dématérialisation des procédures, dans, disons, quelques facilitations sur l'accès au foncier, sur le foncier, transport, ça reste encore... Est-ce que vous êtes satisfait? Nous ne sommes pas satisfaits, évidemment, sur le foncier. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il faut parler de satisfaction ou pas, mais en tout cas, on n'est pas arrivé au bout des processus en la matière et à la prise de décision, parce que justement, en 2012 également, le président avait mis en place une commission. Donc c'est l'effort qui est reconnu. Mais ce sont quand même les avancées, les facilitations qui sont reconnues, notamment la mise en place d'un guichet unique à l'APIX, l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux. Ça, c'est pas récent, hein? C'est pas récent, mais évidemment, le travail qu'on a fait, les gains qu'on a fait en la matière pour qu'une personne qui vient créer son entreprise du secteur privé puisse, nous disons 24 heures, en 6 heures de temps aujourd'hui, avoir son entreprise, ce sont ces choses-là, ces améliorations au quotidien qui interviennent, l'accompagnement qu'on fait et les progrès qu'on fait sur les coûts des facteurs, un certain nombre de choses qui impactent. Il y a un an, en 2014, ce qui avait plus impacté,
c'était justement la dématérialisation de la procédure d'autorisation, de délivrance de l'autorisation de construire. Quand on a dit ça, on n'a pas dit l'autorisation de construire pour les particuliers, mais pour les entreprises, notamment les PME, PMI. Et aujourd'hui encore, les points qu'on espère gagner vont l'être sur l'assainissement, le raccordement au système d'assainissement ou au système d'électricité, pour lesquels nous avons des guichets uniques et sur lesquels nous espérons des gains de place importants. Je crois que tu avais quelques questions clés là-dessus sur les facteurs ou les arguments. Oui, mais moi ce qui m'intéresse, ce qui a attiré mon attention, c'est un peu en regardant votre site et un peu, j'ai vu que vous aviez énuméré un certain nombre de secteurs clés dans lesquels vous voulez attirer l'investissement. Or, hein, en regardant ces investissements, en regardant ces secteurs clés, je vois par exemple le tourisme. Aujourd'hui, on sait ce qu'il en est du tourisme. La Casamance, qui est un de nos lieux les plus intéressants en matière touristique, est dans des difficultés inimaginables. Le secteur touristique a perdu près de 80% de ses capacités en raison de facteurs combinés, Ebola, ainsi de suite, et maintenant le terrorisme dont on parle. Comment on peut attirer aujourd'hui des gens avec un secteur qui est aujourd'hui à terre? On parle également des produits de mer. Les produits de mer sont également un secteur où effectivement le piratage a complètement ravagé nos côtes et de ce point de vue-là, c'est difficile d'attirer des gens. Les téléservices au Sénégal, bon, on peut en parler parce que c'est votre ministère, c'est des choses sur lesquelles effectivement il y a des progrès sensibles. Absolument. Mais dans le domaine de la santé aussi, on a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, si on veut attirer un investisseur au Sénégal, vers quoi on peut l'attirer de manière vraiment tout à fait crédible? Parce que tous les secteurs dont j'ai parlé sont en difficulté. On peut l'attirer de manière crédible sur les 6 secteurs moteurs qui doivent produire de la croissance et de l'emploi. C'est le secteur de l'agriculture, c'est le secteur des infrastructures. On attire les investisseurs. On veut les attirer sur le capital humain. C'est toutes ces questions de Dakar Medical City. Dont vous parlez, c'est un ensemble d'investissements, c'est le tourisme. Malgré tout, on a des projections sur le tourisme sur la Petite Côte, par exemple. Mais en Casamance, à la faveur d'une visite du président de la République à Ziguinchor, on avait pris des mesures fiscales dans ce secteur-là, avec tous les investissements qui sont faits sur l'aéroport du Cap Skirring. Madame, je vous rappelle que la Casamance fait partie des points touristiques qui en France sont considérés comme décommandés. Ça, je vous le dis, hein, demandez au ministère des Affaires en France, Affaires étrangères, ils décommandent aux Français d'aller en Casamance. Nous le savons aussi, mais nous savons que les Français continuent de venir au Sénégal. Très bien. Nous savons que le Sénégal continue d'attirer, mais c'est effectivement un secteur où les investissements doivent être favorisés pour remettre à niveau le secteur touristique. Aujourd'hui, les infrastructures, le chemin de fer, hein, nous sommes en train de mettre en place le train express régional qui va partir de Dakar et qui va arriver à l'aéroport, sur le même modèle que ce qui se passe avec le TER en France. C'est un secteur où on va attirer, les appels d'offres sont passés, il y a même des marchés d'attribués sur ces secteurs-là. Et sur l'agriculture aujourd'hui, quand même, qui a fait les résultats qu'on connaît, on a mis des investissements. Pas seulement sur la production de l'arachide, avec les prix rémunérateurs aux producteurs, mais sur la production de riz aussi, avec cet objectif d'autosuffisance riz en 2018. 2017, hein? Il ne faut pas raccourcir les délais, 2017. Madame. Il ne faut pas raccourcir les délais. Le président, c'est l'échéance 2017. Autosuffisance riz, sur les documents initiaux du PSE, c'était 2018. Maintenant, 2017, c'est peut-être parce qu'à la faveur des résultats enregistrés d'ores et déjà, on pense qu'on va y arriver en 2017. Mais moi, je dis, sur ce programme-là, par exemple, que l'attraction des investissements dans ce secteur, il est important et il doit continuer à se faire, non pas seulement sur les investissements en termes d'aménagement ou de mécanisation, mais en termes de processus de transformation du riz
pas seulement en produits riz blanc, mais en tous sous-produits qui doivent aller impacter aussi l'élevage, la pêche. Ce sont des choses qui sont importantes, qui sont Moi, je voudrais, à ce propos justement, à propos de riz, oui. Il y a 2 jours seulement, j'ai écouté des riziculteurs de la vallée. Oui. Qui ont labouré près de 2000 à 3000 hectares. Tout à fait. Et qui attendent aujourd'hui encore l'engrais et l'urée. Ils sont arrivés à un moment où ça va être la catastrophe. Tout à fait. Et ils n'ont pas reçu. Ensuite, la question que je vais me poser, elle est relative également aux investissements. Il y a des investissements, moi, dont la pertinence, peut-être je suis profane, me pose problème. Vous avez fait état de ce fameux train. Oui. Express régional. Express régional. AIBD, Dakar, 54 km. Le coût, 502 milliards. 502 milliards. Et on nous dit, pour nous convaincre, que c'est à une pointe de vitesse de 160 km, etc. Alors que le train va traverser 14 gares. Ce train n'aura même pas l'occasion de faire 80 km. Il en est ainsi de Et puis 507, il a Touba, c'est 416 milliards pour 112 km. 112 km. Alors, moi, ça me pose des problèmes, la pertinence de ces investissements-là. Parce que 502 milliards quand même pour 54 km, AIBD Dakar. Alors qu'il y a l'autoroute, si vous prenez l'autoroute à péage, entre 40 000 et 50 000, vous êtes à Dakar, les 502 milliards auraient pu être utilisés à contourner, par exemple, la Gambie. La Gambie. Oui, madame, votre réponse. Le contournement de la Gambie est également une priorité sur laquelle l'État investit. Mais ça, c'est plus prioritaire que... Je ne sais pas. Modignan, président de la République, aurait probablement arbitré comme ça. Macky Sall, président de la République... Il y a l'enjeu du désenclavement de la Casamance. Autrement. Il y a cet enjeu qui est important et qui est plus important que pourquoi on est en train de faire la RN6, justement, parce que le désenclavement de la Casamance est une chose importante. Qu'est-ce qu'en termes de valeur... Madame la ministre, ça quand même, il faut insister. Il a Touba, c'est 416 milliards. 54 km, ça fait 900, presque 1000 milliards. Pour faire 54 km. Et la Gambie a moins de 50 km de Ziguinchor. Imaginez si on avait investi ça, la moitié seulement, pour désenclaver la Casamance. Mais le désenclavement... Les répercussions économiques que cela entraîne. Ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que sur le contournement de la Casamance, sur le désenclavement de la Casamance, des investissements sont en train d'être faits. Dans le cadre du MCA, la RN6 c'est le temps. Les Américains sont même découragés. Le médiateur américain a même démissionné. Peut-être qu'il faut bien se poser la question. À un moment donné, c'est la rébellion casamançaise, en tout cas des populations, qui disaient que la route ne va pas passer là. Il a fallu le temps de la médiation, parce que ça aussi, ce sont des contraintes sur la Casamance. Je voudrais quand même lui poser une question. Allez-y. Si la Ligue démocratique était au pouvoir, est-ce que vous alliez privilégier entre 502 milliards pour faire 54 km et le désenclavement de la Casamance. Si vous étiez au pouvoir. La Ligue démocratique va devoir arbitrer sur ça, avec les intrants à la réflexion qui vont être nécessaires. Probablement que ça ne serait pas la priorité de la LD, mais ça peut aussi faire l'objet d'une balance. On envisage, parce qu'il faut avoir quand même, après tout, une vision systémique de la situation. Nous avons un aéroport international sur lequel on envisage de faire transiter 3 millions de passagers. Il y a la route, mais il y a aussi le train. Vous n'allez pas me rétorquer la route, parce que si on a un autoroute A, je ne sais pas trop quoi, qui va à Roissy. Au niveau du sous-développement où nous nous trouvons, Madame le ministre, au niveau de notre et de nos problèmes, nous avons tellement de priorités qu'on se permette 507 milliards pour 54 km. Madame le ministre, pour renforcer ce qu'a dit Modi, un train jusqu'en Casamance ne nous coûterait que 600 milliards de francs CFA. Madame, il y a quand même un arbitrage à faire. La Casamance, c'est quand même important, c'est le grenier du Sénégal. Aujourd'hui, sur le Dakar-Bamako, il y a... je pense que il y a plus de 600 km sur Dakar. On n'a quand même pas mis un ministère et un secrétariat au ferroviaire pour rien. Aujourd'hui, le Dakar-Bamako va se faire avec un port sec à Tamba
et puis une bretelle. Madame, nous parlons de la Casamance. Nous parlons de la Casamance. Le contournement, la Casamance, c'est probablement le contournement, c'est prioritairement le contournement. Même si l'on fait un pont sur la Gambie, ça va quand même être le contournement. Et le contournement, c'est le ferroviaire, c'est la route. Ce sont des projets sur lesquels le gouvernement travaille. Maintenant, je dis que nous ne pouvons pas, je pense, nous ne devrions pas rester sur des schémas relativement anciens. On avait plusieurs scénarios pour le plan Sénégal émergent. Et on a choisi le scénario décollage. Ça veut dire qu'il a fallu arbitrer entre les hypothèses basses, les hypothèses moyennes et les hypothèses hautes. On a des hypothèses hautes qui coûtent ce qu'elles coûtent, mais si on doit faire transiter dans le contexte du Sénégal aujourd'hui 3 millions de passagers à AIBD, et si on a un centre des affaires à Dakar, ça n'a pas encore changé, c'est l'aménageur qui parle, on a besoin de se donner les moyens d'assurer la pleine fonctionnalité de ce dispositif. Mais et ce train-là, avant de passer la parole à Safi, moi je voudrais poser une dernière question sur la Casamance. Aujourd'hui, quel argumentaire vous pouvez donner à quelqu'un pour venir investir en Casamance? En Casamance, déjà, il y a par exemple les programmes agricoles qu'on appelle PRODAC, qui sont là-bas, à CEFA notamment, à Sédhiou. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que des jeunes qui ont trouvé des emplois, ils travaillent et la production est achetée sur un certain nombre d'années par des industriels. Emplois agricoles qui vont... mais les ça, c'est des emplois agricoles qui ne sont pas porteurs de valeur ajoutée importante à cette échelle-là. Mais ça produit de la valeur ajoutée, la parole. Parce qu'elle est restée anormalement silencieuse. Ces sédiments aujourd'hui qui achètent tout le maïs que ces jeunes-là font. Et c'est la pisciculture dans le Sédhiou et c'est le tourisme avec toutes les taxes qui sont réduites par le président de la République pour favoriser le tourisme, booster le tourisme en Casamance. Aujourd'hui, quand même, je pense qu'il n'est pas juste de considérer que la Casamance ne fait pas l'objet de l'attention particulièrement importante pour le gouvernement. Enfin, moi, je voulais dire, avec toutes les opportunités de production en Casamance, c'est vrai, ça existe. C'est vrai que vous mettez des moyens. Mais l'acheminement, ça pose problème. L'acheminement pose problème. Les produits agricoles pourrissent en Casamance. Vous imaginez s'il y avait un train ou une route qui contourne la etc. Combien ça serait facilité? C'est en train d'arriver, ça. C'est prioritaire par rapport à Ila-Touba n'apporte pas grand-chose. C'est ça. En termes de visibilité. Madame Madame le ministre, dans la promotion de l'investissement, les chiffres, en tout cas dans l'investissement, les chiffres qui sont connus montrent que l'investissement local est bien plus important que l'investissement étranger. Vous le confirmez? Absolument. D'accord. Maintenant, des chiffres plus fins, quand on creuse en dessous et qu'on analyse plus finement donc les chiffres de l'investissement local, on se rend compte qu'une bonne part de ça, une part essentielle, en réalité, appartient à des investisseurs étrangers enregistrés au Sénégal, qu'on comptabilisés comme investisseurs locaux, mais donc des capitaux qui sont contrôlés et en bonne part donc rapatriés à l'étranger. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous pose comme enjeu de politique de gouvernance et donc d'orientation de l'investissement, des secteurs d'investissement et de contrôle, et comment rééquilibrer la part de soutien que vous donnez à l'investissement local pour permettre réellement à vos investisseurs locaux de trouver les moyens de travailler. Voilà, vous dites une chose importante. Si vous permettez, je voudrais compléter. Finalement, les investisseurs locaux sont confinés parce qu'ils ont moins de moyens. Ils sont confinés à la sous-traitance essentiellement et à des petites retombées. Bien. Il est important de souligner effectivement... Et avant, je vous ajoute un mot du président du MEDES qui dit, à l'occasion de la réunion que vous avez présidée pour la validation de la lettre sectorielle, la sous-traitance n'est pas l'objectif des privés nationaux. Mais justement, on leur consacre plus que la sous-traitance. Je vais d'abord confirmer que
les investissements nationaux sont plus importants parce qu'aujourd'hui, 60% des investissements prévus dans le PSE devront être faits par le privé. Oui, devront être faits par le privé. Mais quand je dis privé, par le privé national comme privé étranger, oui, non, bien sûr. le privé en général. Et sur les un peu plus de 1600 milliards d'investissements aujourd'hui, nous avons seulement 251 milliards d'IDE, donc d'investissements directs étrangers. Le différentiel, c'est fait par des investissements nationaux. Maintenant, la qualité d'investissement national est définie dans le cadre de l'OHADA. D'accord? Et donc, les nationaux sénégalais, ils occupent des parts importantes de marché. Ils occupent des parts importantes de marché et je rappelle quand même que quand on a des investissements dans les PME, PMI, c'est les investissements qui impactent le plus, disons, l'emploi, la production, etc. Et c'est important. Ce que le secteur privé revendique, c'est une plus grosse part. Je pense qu'il est légitime de revendiquer une plus grosse part. Et il y a, de la part de l'État, un effort à faire pour mobiliser davantage le secteur privé, pour intéresser davantage le secteur privé. C'est contenu, par exemple, dans la loi de contrat de partenariat, où on dit que les investisseurs étrangers qui viennent au Sénégal doivent réserver au moins 20% du capital à des entreprises sénégalaises. Mais ça, c'est sur le principe qu'on le dit. C'est sur le principe et c'est sur les faits. Parce qu'en plus de cela, il y a des marges préférentielles qui sont définies pour les investisseurs nationaux et comme pour ceux de la communauté. Maintenant, ce que nous disons, ce que les privés revendiquent, c'est que ces dispositions-là qui existent dans le cadre juridique et réglementaire des contrats de partenariat soient étendues aux autres catégories d'investissement. Ça, c'est une revendication légitime. Et cette revendication, parce qu'on doit aborder les 5000 qui restent, on doit les consacrer. Cette revendication-là, elle doit être portée par ces privés nationaux-là, quand même, ont la légitimité de revendiquer. Absolument. Ils ne sont, Diamniadio, c'est pas eux. Le building administratif à 17 milliards, c'est pas eux. Il a Touba, c'est pas eux. La cité de l'émergence, c'est pas eux. C'est des appels d'offres internationaux. C'est des appels d'offres internationaux. Et justement, j'étais en train de dire que les clauses qui existent dans la loi de contrat de partenariat, les privés les revendiquent pour le droit commun. Nous devons les accompagner dans cette revendication. Je l'ai déjà dit, je pense, quand j'étais au Conseil économique et social. Ça, c'est légitime, mais les privés nationaux, c'était eux sur le programme de restructuration urbaine, de recasement qui s'est passé dans la cité de Madame, on va passer pour la dernière partie. Exclusivement les privés nationaux. Pour les dernières 5 minutes qui restent, on va passer évidemment au leadership féminin d'une manière générale. Moi, j'ai juste une dernière question à vous poser sur la Casamance. Récemment, un homme d'affaires sénégalais a écrit un livre qui s'appelle Oser. Et dans ce livre, il propose qu'on fasse de l'île de Carabane une sorte de, je ne dis pas de paradis fiscal, mais en tout cas une zone franche qui pourrait attirer beaucoup d'investisseurs. Est-ce que vous pensez que cette proposition est crédible? Moi, je n'ai aucune connaissance en matière de paradis fiscal. Non, je ne parle pas de paradis fiscal, je parle de zone franche. Ce que je sais par contre, c'est que dans la politique économique du gouvernement, et je suis comptable de ça aussi, il est prévu des zones économiques spéciales, des zones dédiées à de la production, à des exportations, ce sont des zones franches. On en a déjà un projet sur Dias qui va démarrer. Il y a un qui s'appelle aujourd'hui Parc industriel de Diamniadio qui démarre dans peut-être 1 ou 2 mois. Mais tout ça, nous sommes dans une zone de 60 km. Alors que la Casamance, c'est l'intérieur du pays. Et c'est pourquoi, en tant que ministre de l'urbanisme, justement, quand je parlais de pôle, et j'avais parlé du pôle de Diamniadio et de 6 pôles dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès, mais il y en avait aussi sur Ourossogui, sur Saint-Louis, sur Kaolack, sur Ziguinchor, Sédhiou et sur Kédougou, front minier. C'est ça. Mais apparemment, on ne vous a pas beaucoup de... Ça fait pour le leadership féminin.
Madame la ministre, parlons de leadership féminin. Vous êtes femme leader et je veux croire porteuse de quelques intentions féministes. Je ne sais pas si vous êtes féministe, en tout cas porteuse au moins de quelques intentions féministes. Alors, le Sénégal peine à faire émerger un leadership féminin dans le champ économique. Je voudrais partir de l'exemple qui commence à vieillir maintenant, d'une pionnière qui est Madame Dat Oumoussa Lamata Tall, qui avait jeté toutes ses forces dans la bataille pour briser le monopole dans l'industrie du textile en son temps. Ça remonte à déjà 20-30 ans avec l'expérience de la Sotiba, et qui n'avait bénéficié d'aucune aide. Bon, finalement, ça a tourné court. Mais on regarde, 20 ans plus tard, ça a très peu évolué. Les femmes qui aujourd'hui se battent et deviennent des opératrices économiques, elles sont essentiellement dans l'import de textiles ou autres, et il y a peu de valeur ajoutée. Et il semble qu'il n'y ait pas de politique structurante pour leur permettre de saisir des opportunités telles que l'AGOA ou autres. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Vous savez, nous sommes en train de travailler, je l'ai dit tout à l'heure, à la mobilisation du secteur privé national. Et donc, en train de mettre en place une stratégie pour l'investissement privé. Alors, on n'est pas arrivé à ce jour à définir une stratégie discriminatoire vis-à-vis de la femme. Positivement discriminatoire. Oui, à l'endroit de la femme. Et les revendications des femmes du secteur privé sont aujourd'hui à ce stade à peu près, oui, les mêmes que les revendications des hommes du secteur privé. Je crois qu'il y a un environnement global à aménager. Maintenant, pour ce qui concerne les femmes, je crois que le combat, il va être spécifique sous ce rapport-là, mais c'est comme si vous me disiez, il y a très peu de femmes ministres ou très peu de femmes directeurs nationaux ou directeurs généraux. C'est la réalité de la femme aujourd'hui. Et pendant qu'on faisait le combat de la parité. J'avais une voix relativement dissonante parce que je me disais que dans mon parti, par exemple, en tant que présidente de mouvement de femmes, j'avais réussi à avoir un quota. Ce n'était pas très important, mais c'était quand même plus important que ce qui se passait à l'époque. C'était 33% seulement. Mais je disais que quand nous appelons une réunion nationale à Dakar, sur 2 jours, même si à l'intérieur des structures de mon parti là-bas, on a respecté ça, au niveau national, je n'arrivais pas à les avoir. Parce qu'il y avait toutes les tâches qui les retenaient là-bas, qui les empêchaient d'être ici. Et donc, l'entrée ne me paraissait pas, moi, être la loi. L'entrée me paraissait être la capacitation des femmes dans leur autonomisation, dans l'allègement des tâches, dans le travail sur le leadership de la communication. Aujourd'hui, cette loi sur la parité, qui était en première intention très politique dans sa formulation et aujourd'hui dans son exercice, est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer d'aller au-delà du champ politique pour justement être plus porteuse par la force de l'économie? La parité s'arrête pour l'instant au mandat électif. Aux instances électives et semi-électives. Par l'économie, mais même moi, je pense par le social. Concrètement, aujourd'hui, il est important, disons, de travailler sur l'éducation des femmes parce que, pour moi, véritablement, c'est quand la femme, disons, par l'éducation, saura qu'en vérité, elle est vecteur de transformation sociale. Quand elle verra véritablement... Mais là, est-ce que vous avez toujours les armes à la main pour cette lutte ou est-ce que, parce que dans votre discours, on a l'impression que vous parlez plus de l'environnement global que de la lutte spécifique pour justement cette discrimination positive en faveur des femmes. Moi, je vous disais... Cette loi, est-ce que vous allez pousser à ce qu'elle sorte du champ strictement politique? Est-ce que vous êtes les armes à la main? Les armes à la main, aujourd'hui, c'est le ministère de la promotion des investissements. Et dans le ministère de la promotion des investissements, la stratégie à laquelle on est en train de réfléchir va essayer de prendre en compte ces questions avec les actrices concernées. Parce que moi, je connais des femmes qui sont chefs d'entreprise importantes, mais qui luttent dans les mêmes conditions que les hommes, sans aucune disposition
discriminatoires. Je pense qu'il y a aussi des problèmes d'organisation chez elles. Et vous savez qu'à environnement dit égal, les femmes partent avec un boulet. Ça, même si elles luttent, c'est parce qu'il n'y a pas justement de mesures voilà, de discrimination avec positive. Un boulet, c'est vrai pour elles, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour toutes les autres femmes. Et vous êtes ministre, madame, hein, vous n'avez pas... Oui, mais justement, est-ce que je serai seulement ministre avec toutes les compétences et tout le parcours? Et la LD? C'est toutes les femmes. Bon, Modi va poser la dernière question. Je ne suis pas secrétaire général de la LD. Hein. Mais vous pouvez postuler, c'est libre. Hein. De toute façon, M. Ndoye n'est pas loin de la retraite. Est-ce que c'est libre? Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Vous pouvez le dire. Mais vous êtes femme dans la LD. Modi. La dernière question, peut-être, ça va porter sur la sécurité routière. Vous avez remarqué en tant que membre du gouvernement que ces temps dernier, il y a eu un regain d'accidents particulièrement mortels. C'est extraordinaire. La rue tue. Au moment où on nous dit que nos infrastructures routières sont attrayantes, sont attractives. Et je n'ai pas le sentiment que le gouvernement ait suffisamment réagi face à cette situation-là. Bon, vous pouvez le dire de l'extérieur, mais moi qui ai entendu le président de la République s'emporter sur ces questions, parce que les derniers accidents-là... Moi, j'apprends qu'il s'emporte souvent, et après il oublie. Les derniers accidents-là, ce n'était pas seulement la route. Je vous ai dit que j'étais maire, et sur ma commune, c'était dans un marigot, que 9 personnes sont allées mourir. 9 personnes, c'est la même période. C'était le même jour, quasiment, entre le lundi dans la nuit et le mardi matin. Donc, ce sont des questions qui sont graves, qu'il faut interroger et pour lesquelles le gouvernement doit effectivement être, de mon point de vue, assez disons, c'est pas dur que je cherche. C'est sévère, il faut sanctionner. C'est la sanction que je cherche. Voilà. Je ne savais pas comment l'internaliser. Il faut sanctionner, or on ne sanctionne pas suffisamment. Il faut qu'on sanctionne. Absolument. Et il faut que les Sénégalais jouent leur part, prennent leur part dans cette affaire. Absolument. En termes de discipline, en termes de conduite, mais effectivement, s'ils n'arrivaient pas à respecter la discipline, parce que ce sont sur les routes les meilleurs que les gens se tuent le plus. S'ils ne risquent rien, ils conduisent. Il faut que la discipline soit inculquée, imposée, mais est-ce que nous ne sommes pas à devoir nous poser si les nouvelles routes dans lesquelles nous investissons et que nous construisons ne sont pas des tueuses? Dans tous les cas, ce sont des routes. Il faut qu'elles soient aux normes, pas étroites. Je considère, moi, que la route de Mbour, par exemple, que je pratique souvent, elle est trop étroite. Il faut qu'on mette des routes aux standards mondiaux et qu'on fasse respecter les vitesses. Quand vous voyagez... Donc... Madame, on parle de mobilité urbaine, mais il y a une mobilité communautaire, d'abord sociétale. Or, quand vous prenez l'avenue Cheikh Anta Diop, aujourd'hui, elle a coupé la mobilité simplement de ce quartier. Vous allez à Grand Yoff, aujourd'hui, ce sont des quartiers qui sont coupés en dépit simplement de toute logique d'une vie spatiale, d'une vie de communauté. Il faut penser les choses. Nos ingénieurs aménagement, en la matière. C'est une question d'aménagement. Vous êtes spécialiste de l'aménagement. Il n'y a pas seulement ça, il y a les ingénieurs, il y a l'aménagement, il y a la planification urbaine, il y a aussi d'ailleurs la question de la prise en compte des déplacements des handicapés. Voilà, merci madame. Nous avons en tout cas cette bonne raison de vous avoir invité ici. Je vous rappelle tout à l'heure que vous aurez en aparté M. Mokhtar Ba qui va vous poser des questions très spécifiques. La 9e édition de Sans Détour est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci et à la prochaine fois.